Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée au streaming et aux séries. Et on s'intéresse cette semaine à une galaxie très très lointaine. La saison 2 d'Andor, peut-être la meilleure série tout simplement de l'univers Star Wars, a débuté sur Disney+, le 23 avril. Une bonne série donc, mais pour quoi faire? On peut se poser la question, l'univers des séries Star Wars a-t-il une cohérence après 7 séries en live action sorties? Est-ce que tout ça a même un intérêt? Voilà, on va poser les questions qui fâchent du côté de Disney avec mes deux invités du jour. Pour commencer, Lloyd Cherry. Salut Lloyd. Salut Clément. Lloyd qui commence à être l'habitué de cette émission, rédacteur en chef adjoint du magazine Métal Hurlant. C'est ça. Créateur du podcast, c'est plus que de la SF. Voilà. Ouais, toujours là. Tout le podcast existe toujours toutes les semaines pour parler de science-fiction. Et parfois de Star Wars, puisque Star Wars est de la science-fiction. Ouais, Star Wars, c'est une vaste question. C'est bien de la science-fiction, ouais. Moi, je défends Star Wars comme de la SF. Très bien, voilà, un parti pris déjà donné. Et une nouvelle tête que je suis ravi d'accueillir dans cette émission, c'est Océane Zerbini. Salut Océane. Bonjour. Alors Océane, toi, tu es la créatrice du podcast Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Alors, ouais. Parlez-nous un peu de ce podcast, qu'est-ce qu'on entend dedans? C'est un podcast où on parle d'adaptation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand des comédies musicales à Broadway deviennent des films? Qu'est-ce qui se passe quand des romans deviennent des séries? Et donc, on analyse ça avec des invités différents à chaque fois. Et on peut dire que Star Wars est une adaptation aussi. Il y a eu tellement de formats, des films adaptés en série, c'est une adaptation malgré tout. Il y a eu des comics, il y a eu des jeux vidéo. Très riche. Multiples adaptations en tout genre à l'écran pour Star Wars. Et ça tombe bien, on va passer en mode hyperespace pour notre débat de la semaine. L'actu de la semaine, c'est donc la sortie, je le disais, très attendue, il faut le dire, de la saison 2 d'Andor, deuxième et dernière partie de cette histoire qui nous raconte en fait la naissance de la rébellion contre l'Empire et qui doit faire le lien à la fin de cette saison 2 avec le film Rogue One, qui était lui-même un préquel du tout premier Star Wars, Un Nouvel Espoir. Lloyd, la saison 2 est sortie, tu as pu voir les 3 premiers épisodes du coup qui sont disponibles. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 d'Andor? Alors, j'ai vu qu'une petite partie, mais en tout cas, ça sent plutôt bon. Le premier épisode, moi, je le trouve assez intéressant. Il y a une très très belle course-poursuite dès le début qui est assez dingue. D'ailleurs, qui, je pense, fait partie des meilleures courses-poursuites des séries Star Wars. Et ça commence bien malgré peut-être un petit bémol, c'est qu'il y a une espèce de faux rythme qui était déjà présent dans les 3 premiers épisodes de la saison 1 d'Andor, qui faisait qu'au début, Andor, c'était pas si simple que ça à commencer. Il y avait un côté un peu poussif, un espèce de faux rythme difficile, et puis après, Andor s'est révélé comme étant progressivement la meilleure série Star Wars, avec des moments d'anthologie. Je pense qu'on se souvient tous de la séquence avec les prisonniers qui était assez dingue. Il y a de vrais partis pris, en fait, visuel, esthétique, même d'un point de vue scénaristique. Et du coup, on retrouve un peu ce qui fait le charme de cette première saison. Les 3 premiers épisodes commencent avec un peu plus de rythme que la saison 1, même si quand même, on se demande un petit peu pourquoi Cassian Andor doit subir tout ça dès le début de cette série. Mais on ne boude pas notre plaisir. C'est quand même largement au-dessus des séries Star Wars pour l'instant. On va développer tout ça. On ne va pas trop parler de la saison 2, puisque Océane, tu n'as pas encore eu le temps de la regarder. De toute façon, nos auditeurs, au moment où on enregistre, n'ont pas encore eu le temps non plus de l'avoir, donc on va pas vous spoiler, rassurez-vous. Moi je vais rejoindre juste un petit peu Lloyd là-dessus. J'ai pu voir les 5 premiers, il y a cette espèce de faux rythme, je suis d'accord avec toi. On rappelle, en fait c'est construit comme la première saison d'Andor, c'est-à-dire que c'est 4 cycles de 3 épisodes, ce sera diffusé d'ailleurs par 3 pendant 1 mois, 3 épisodes par semaine. Et effectivement, moi j'ai un peu eu l'impression, notamment sur la partie, c'est un peu éclaté, voilà, il y a Cassian Andor, il y a Mon Mothma qui et sur une autre planète, voilà, la rébellion s'organise à plein d'endroits différents. Et la partie avec Cassian Andor m'a semblé être une espèce d'idée de scénario. Il fallait un peu occuper un espace avec un personnage en attendant que tout ça se rejoigne pour faire une cohérence. Mais comme tu le dis, ça reste quand même très au-dessus de ce qu'on a pu voir dans l'univers Star Wars jusqu'ici. Océane, cette saison 1, toi tu l'avais aimée. Qu'est-ce qui fait que Andor, ça marche comme série ? En fait, je trouve que c'est un peu une sorte de miracle quand même cette série, parce qu'on part quand même d'un personnage secondaire d'un film sorti en 2016, coincé un peu entre les épisodes 7 et 8 de la trilogie post-logie. En fait, ça fonctionne parce qu'on a quelqu'un qui a un vrai point de vue, donc il s'appelle Tony Gilroy, qui avait été l'artisan des réécritures d'ailleurs de Rogue One, qui avait ajouté plusieurs éléments assez marquants comme le fameux combat à la fin de Rogue One avec Dark Vador, qui est quand même un moment assez marquant, assez intense. Et en fait, en faisant appel à lui, ils ont fait appel à un vrai scénariste qui a un vrai point de vue.
en faisant appel aussi à des vétérans de la télévision sur des séries très politiques comme Beau Willimon qui avait travaillé sur House of Cards, notamment pour la deuxième partie de la saison 1. Et en fait, on voit qu'avec des artisans compétents qu'on laisse travailler sans trop d'entraves, en fait, on arrive à un résultat tout à fait satisfaisant et qui en plus répondait aussi à un contexte politique d'une Amérique un peu, je pense, traumatisée par le premier mandat de Trump, qui se disait plus jamais. Et on voit que la saison 2 arrive à un moment où les cartes sont un peu rebasculées. Mais ça peut paraître bête un peu ce que tu dis, le côté si on donne ça, si on confie les clés d'une série à des gens qui savent en faire, bah, ça donne des bonnes séries. Le fait est que ça n'a pas toujours été le cas sur Star Wars, quoi. Il y a toujours eu des séries, depuis que ça a commencé, qui étaient un petit peu en dessous, un petit peu artisanales, où typiquement on a confié ça à Robert Rodriguez, si on pense au livre de Boba Fett, qui était d'abord un réalisateur de cinéma, de série B voire Z. Et en fait, on lui a dit, bah voilà, tu fais une série, on s'est rendu compte que ça marchait pas, quoi. En fait, la vraie problématique des séries Star Wars, c'est un manque d'enjeu. Ouais. Et c'est une problématique qui est beaucoup plus large, qui est vraiment une problématique de beaucoup de séries actuelles. C'est que malheureusement, souvent, on n'en a rien à faire, quoi. On s'en fout. On s'en fout de ce que vivent les personnages, on n'est pas touché, ça manque de pulse. Voilà, et en fait, le problème de ces... C'était le cas tristement d'Obi-Wan Kenobi, par exemple. On adore Obi-Wan Kenobi comme personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux exemples. Ça veut dire que Andor et Obi-Wan, on sait comment ça se termine. Que Cassian Andor meurt et Obi-Wan meurt. Sauf que dans Andor, l'enjeu, c'est intéressant. On a envie, même si on connaît la fin, on a envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Alors que pour Obi-Wan, même si on connaissait la fin, bah, on était un peu déçus parce qu'on sentait que c'était déjà un projet de cinéma et qu'en fait, ça aurait pu tenir en 1h45, cette série, sauf qu'elle fait 6 heures. Et du coup, bah, c'est pareil, à la fin, tu te dis, bon, tout ça, pourquoi? Malgré un super final et une super bataille, mais ok, on avait déjà eu ça dans l'épisode 3. Oui. Et c'est vrai que pour moi, il y a une vraie problématique d'enjeu. On n'a pas l'impression que c'est tenu Star Wars, en fait. On ne sait pas où on va. À l'inverse de Game of Thrones, d'HBO, qui a un côté un petit peu premium, beaucoup plus premium que Star Wars, où on a vraiment le sentiment qu'eux, ils n'hésitent pas à annuler des séries. Ils ont annulé plusieurs séries, le préquel de Game of Thrones, la série Jon Snow, parce que c'était pas assez qualitatif. Et d'ailleurs, pour Jon Snow, ils ont même avoué qu'ils ne savaient pas où aller. Donc comme il n'y avait pas grand chose à raconter, on va pas vers ça. Et le problème de Star Wars, c'est qu'on a l'impression qu'il y a trop de séries maintenant et qu'on ne sait pas trop où ça va. Alors on a beaucoup reproché à Kathleen Kennedy qui s'occupait un peu de la franchise que c'était de sa faute, qu'on ne savait pas où ça allait à cause d'elle. Et même si elle va bientôt partir, quand même ça reste compliqué. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va dans Star Wars. Et je pense que c'est ça qui frustre beaucoup de fans. Et je pense qu'on est tous fans de Star Wars. C'est ça qui nous frustre, c'est qu'on se dit, c'est tellement génial Star Wars en termes d'univers. Il y a tellement de choses trop bien à faire, mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Ouais, et notamment peut-être qu'il y a aussi un point, c'est que c'est d'abord, on l'a dit, Star Wars, une série de films. Après, ça a été multi-développé sur toutes les plateformes, etc. Parfois, il y a eu des liens avec les films, parfois non. Typiquement, Andor, il y a un lien très direct avec un film. Obi-Wan, il y en avait un. C'était moins le cas de Ahsoka, par exemple, qui n'est pas du tout un personnage des films, mais plutôt un personnage de série animée. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est que pour les gens qui ne sont pas des fins connaisseurs, j'allais dire, au sein de l'univers Star Wars, qui n'ont pas lu les comics, qui n'ont pas vu les séries animées, des fois, il y a des séries, on ne sait pas trop où elles se placent, quoi. Bah, le cas Ahsoka est assez intéressant parce que on avait un épisode dédié à elle qui arrive dans la saison 2 du Mandalorian. Et en fait, dès qu'on la voit, on comprend pourquoi Dave Filoni, qui a notamment travaillé sur la série The Clone Wars et qui a créé le personnage d'Ahsoka, on voit tout de suite que sa mission à moyen terme, c'était d'amener Ahsoka en live action. Et le problème, c'est que pour le moment, un personnage d'animation comme Ahsoka qui fonctionne très bien, notamment dans son duo avec Anakin, qui est son maître, mentor, voilà, son mentor, en fait, ça ne prend pas du tout en live action. C'est pas forcément un souci d'actrice parce que Rosario Dawson fait avec ce qu'on lui donne. Mais en fait, c'est une bonne actrice par ailleurs. Voilà, mais en fait, à part la ressemblance physique, il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, Filoni n'arrive pas à écrire correctement des personnages en live action. Je le disais, alors on va peut-être faire un espèce de récap, parce qu'il y a quand même eu 7 séries en prise de vue réelle depuis 2019 dans l'univers Star Wars. On va mettre de côté pour cette émission toutes les séries animées qui sont dans une logique un peu différente. Donc il y a eu The Mandalorian qui a connu 3 saisons, qui était la première qui a lancé cet univers Star Wars chez Disney+. Il y a eu le livre de Boba Fett, il y a eu Obi-Wan Kenobi, il y a eu Ahsoka, on l'a dit, il y a eu donc Andor et plus récemment The Acolyte et Skeleton Crew. Quel regard vous portez au global
sur cet univers de série live-action Star Wars en termes de qualité, de spectacle? Je pense que The Mandalorian... Tu l'as dit, ça manque d'enjeu. Est-ce que c'est le seul problème? Ou est-ce qu'il y a d'autres de qualité par ailleurs? C'est compliqué. Je pense que The Mandalorian, ça a été très fort. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que malgré une saison 1 assez classique, hein, qui reprenait... Enfin, je me rappelle cet épisode de Mandalorian qui reprenait les 7 samouraïs, quoi, de Kurosawa. Donc, c'était un épisode qui clôturait à chaque fois. C'est ça. Et du coup, il y a eu le coup de génie qui a été Grogu et le Mandalorian. Voilà, t'as deux personnages iconiques qui sont super. Et surtout, Grogu, ça reste quand même un sacré coup de génie pour relancer la franchise en termes de com. Et je pense que c'est devenu un des personnages préférés de beaucoup de gens maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ça a bien commencé parce que c'était tenu aussi par des cadors. Il y avait aussi une espèce de révolution technologique avec le fameux cube, puisqu'en fait, beaucoup de séries Star Wars sont faites en studio. Ouais. Voilà, tout ça est fait en studio, ça c'est dingue. Il n'y a pas de plan à l'extérieur, tout est fait dans un cube avec des écrans ça OLED. n'est pas du fond vert comme on l'a fait pendant longtemps, ou du fond bleu. Pas toutes les séries, mais ce qui était fort dans The Mandalorian, c'est qu'il y avait ce côté où ils avaient révolutionné un petit peu ce côté un peu comme nous sur notre plateau, un peu sur le mur d'écran qui entoure et on met les décors derrière. Je pense ce qui a été compliqué aussi. Et c'est intéressant parce que maintenant on peut prendre un peu plus de recul, c'est que les séries Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, enfin les Anneaux de pouvoir et Star Trek ont tous vécu une espèce de transition en lien avec les problématiques de diversité qu'ont mis en place les studios hollywoodiens à l'époque. Politique de diversité qui s'est arrêtée là récemment avec le deuxième mandat de Trump. Et en fait, cette envie de mettre de la diversité à tous les étages s'est fait quand même radicalement attaquer sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc qu'on a vécu sur ces trois. Je prends ces trois franchises qui sont très appréciées de plein de gens. C'est un truc qu'on a vraiment vécu en direct. Ça veut dire qu'en fait, les studios n'ont jamais assumé ce côté, on va mettre des personnages noirs ou de couleur partout dans ces séries-là. Et à l'inverse d'HBO et de Game of Thrones qui a intégré ça dans des scénarios, entre guillemets, ou à amener ça un peu plus intelligemment que voilà la carte, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que ces séries-là se sont fait démonter sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que ça n'a pas du tout aidé sur la réception. Parce que ça part, avant même que ce soit sorti, il y a déjà des bad buzz. Il y a déjà du bad buzz. Après, Océane n'a pas en parler parce qu'elle est spécialiste de ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est fascinant de voir ça. En fait, on a quand même vécu ce moment-là. Et en fait, on voit aussi un studio qui a été quand même qui n'a pas vraiment défendu ses acteurs. Disney qui n'assume pas sa diversité, qui recule derrière. C'est un problème, ça, pour les séries Star Wars, par exemple? Oui, c'est un problème, et je pense que ça va aussi devenir un problème pour les films, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, ce que dit Lloyd, c'est qu'effectivement, pas mal de ces séries ont été ce qu'on appelle review bomb. C'est-à-dire que sur des plateformes de notation comme IMDb, où on peut mettre une note, exactement, une note de 0 à 10, les gens mettaient 0 d'office parce qu'il y avait une femme noire, par exemple, dans la série Obi-Wan Kenobi. Et en fait, à l'époque, il y a quand même eu un changement qui était que, en tout cas sur les réseaux sociaux, donc moi je suis CM dans la vie, donc je vois à quel point les CM et les réseaux sociaux et les gens qui gèrent les réseaux sociaux de ces grandes marques peuvent avoir un impact sur les fans dans leur manière de communiquer et de défendre ou non les talents. Et là, en fait, avec Star Wars, il y a encore 3 ans, à l'époque de Obi-Wan Kenobi, on avait Ewan McGregor qui enregistrait un message de soutien à Moses Ingram, l'actrice noire donc de la série, en disant mais laissez-la tranquille, bande de racistes, laissez-la tranquille, c'est juste une actrice qui fait son taf et vous n'êtes pas de vrais fans si vous l'attaquez comme ça sans raison. Et on voit le contraste avec The Acolyte sorti l'an dernier, où tous les acteurs de la série, notamment l'actrice principale Amandla Stenberg, n'ont pas à un seul moment été défendus sur les réseaux sociaux et les acteurs ont un peu été jetés en pâture sans aucune espèce de défense, et je trouve ça extrêmement cruel. Et tu mélanges ça avec des problèmes de scénario et d'enjeux narratifs. Ça fait beaucoup. Et donc ça fait un espèce de mash-up où en fait, une nouvelle fois, je pense qu'il y a eu quand même le livre de Boba Fett, même Ashoka, même Obi-Wan, il y a quand même une déception. Je pense qu'on a été beaucoup à être déçus parce qu'il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel. Des personnages qui sont très aimés des fans, genre Obi-Wan ou Ashoka, même si Ashoka est un personnage peut-être plus confidentiel parce que c'est des séries animées, ça reste pour les gens qui ont vu ces séries animées, voir le personnage net en live action, c'était quand même quelque chose, d'autant que le costume était plutôt bien fait, il y avait des peurs là-dessus, ça restait malgré tout plutôt bien fait. Ça n'a pas aidé au succès de la série. Moi, en préparant l'émission, je me suis un peu amusé à diviser les séries en 2 catégories.
Star Wars. Il y a d'un côté les histoires un peu stand-alone qui sont alors inclus dans cet univers, mais voilà, il y a Obi-Wan Kenobi qui est une histoire qui est terminée, il y a The Acolyte qui est une histoire qui aurait dû se poursuivre mais qui est terminée, il y a Skeleton Crew qui marche un peu dans son coin, Andor qui marche dans son coin avec sa liaison avec les films, et à côté de ça il y a une espèce de Mandalorian Universe, comme si voilà, il y avait donc Mandalorian pendant 3 saisons, le livre de Boba Fett qui était du coup un spin-off d'un spin-off, voilà, et Ahsoka qui du coup était relié à tout ça. Il y a 2 logiques en fait dans ces trucs Star Wars. D'un côté, ils ont développé ce Mandalorian Universe parce que, comme tu l'as dit, miraculeusement, ça a fonctionné. Les gens ont adoré ce duo. Et à côté de ça, il y avait quand même ces productions peut-être plus liées au film. Et ça, c'est un problème de lisibilité. Si on compare par exemple à l'univers Marvel où toutes les séries sont liées entre elles et liées au film, enfin en tout cas, il n'y a pas 2 continuités différentes, quoi. Je trouve, pour parler un peu de Marvel, je trouve que chez Marvel, et comme chez Star Wars aussi, tout cet essor de séries a été fait au moment du Covid. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pendant que les gens sont chez eux ? Il faut qu'ils regardent des séries parce qu'on ne peut plus les amener au cinéma. Donc forcément, en fait, 5 ans plus tard, on en paye un peu les pots cassés. Les 2 franchises commencent à peine à se remettre un petit peu d'une avalanche de production faite dans un but bien précis qui est de nourrir les plateformes. En fait, aujourd'hui, je pense que les 2 sagas réalisent qu'ils ne peuvent pas compter que sur les plateformes et qu'il va falloir commencer à retourner au cinéma. Et par exemple, pour Star Wars, à la Star Wars Celebration qui a eu lieu au Japon le week-end dernier, très peu de séries ont été annoncées. On a une saison 2 pour Ahsoka, ouais, avec le retour d'Aiden Christensen. Donc en plus de ça, un acteur quand même assez vétéran qui a un rapport compliqué à Star Wars, mais qui revient enfin dans les bonnes grâces. Et on a des séries animées. Mais à part ça, en fait, on a l'impression que ce soit chez Marvel ou chez Star Wars, en fait, on commence petit à petit à freiner sur les séries pour recommencer à investir les salles de cinéma. Et je pense que c'est pas un hasard parce qu'en fait, l'économie du streaming vit des heures un petit peu compliquées. Et je pense aussi que Disney et Lucasfilm réalisent que c'est beaucoup d'argent jeté par les fenêtres pour au final pas grand-chose. Et on voit qu'une série comme Andor, en fait, en 2 saisons, fait très très bien ce que d'autres séries galèrent un peu à faire comme le Mandalorian au niveau de la qualité en tout cas. Puis je pense que il y a vraiment des spectateurs qui veulent plus de radicalité, ils veulent plus être surpris. En fait, c'est ça qui manque un peu. Moi, je suis fan, je le confesse ici, je suis un grand fan de Warhammer 40 000. Alors, voilà, je lis les romans. Vous êtes nombreux. Henri Cavill, votre plus grand porte-drapeau. J'adore, et c'est une franchise extrêmement radicale. Et j'attends vraiment de voir ça en série. Mais ce qu'on a envie de voir, je pense, pour beaucoup de gens, c'est plus de radicalité, plus de parti pris. Je pense qu'on est aussi beaucoup à aimer Star Wars Knights of the Old Republic, alias Star Wars KOTOR. À quand une adaptation, à quand Revan ou Malak. On a envie de revoir ces personnages là. Et je crois aussi l'autre thématique, c'est qu'ils ont essayé d'amener un nouvel univers avec la Haute République. Donc c'est une nouvelle saga, il y a eu des romans et The Acolyte devait apporter cette Haute République. La Haute République, on précise pour ceux qui ne savent pas, c'est la période qui précède 300 ans, 400 ans. Voilà. Alors la série The Acolyte passait une centaine d'années, je crois, de mémoire avant la saga. Et c'est vrai que pareil, typiquement la gestion de The Acolyte, qui était pour moi en termes de pitch, qui avait de plus excitant. Y a un problème de rythme sur la série. Il y a des épisodes incroyables de combat, mais en fait, on voudrait en savoir plus. Et on termine sur ça en se disant, mais en fait, c'est tellement dommage parce qu'on veut avoir plus de sites, parce qu'on a envie d'aller dans quelque chose de peut-être plus obscur, d'un peu plus radical. Et je crois que c'est un vrai problème, moi, de gestion éditoriale en interne de chez Disney, où je pense qu'ils ne savent pas encore où ils veulent aller, précisément. Comment on peut expliquer ce que tu as cité KOTOR, qui est effectivement la partie de la franchise Star Wars peut-être préférée des fans, parce qu'elle a été explorée en jeu vidéo, elle a été explorée dans les comics, etc. Comment est-ce qu'on explique qu'ils aient toujours pas mis les pieds là-dedans ? Moi, je pense que à son insu, The Last Jedi, donc le film de Rian Johnson, a fait beaucoup de mal à l'idée qu'on peut remettre en cause des statuts comme ceux des Jedi, comme ceux des gentils. En fait, The Last Jedi, je ne vais pas refaire l'histoire, la réception a été extrêmement polarisante. Ouais. Et je pense aussi, alors déjà que ça a tué la trilogie de Rian Johnson, dont on n'a toujours pas de nouvelles, et en plus de ça, ça a tué le fait de remettre en cause certains fondements, certains principes auxquels, visiblement, selon les fans, il ne faut pas toucher parce que c'est Rian absolu. Johnson a tenté d'ouvrir les portes de Star Wars un peu en grand, quitte à péter les portes au passage. Pour mieux les reconstruire après. Je pense que c'était ça son objectif. C'était pas juste de tout péter. Mais c'était après aussi de reconstruire ça sur de nouvelles bases, peut-être plus contemporaines, plus modernes. Et en fait, malheureusement, je pense que Lucasfilm n'a pas voulu
justement suivre la radicalité dont on parle. Parce qu'on se rend compte finalement que toutes les séries Star Wars, si on prend même jusqu'à The Acolyte, qui est donc celle qui se passe le plus loin en amont, jusqu'à la dernière trilogie en cours, s'étale sur à peu près 100 ans et des brouettes, ce qui, à l'échelle d'une galaxie très très lointaine, avec des dizaines de milliers d'années d'existence, est quand même pas énorme. Comme s'il fallait toujours relier ça au Skywalker. Même Baby Yoda, qui était une super idée, Grogu, restait au début un Baby Yoda qui revenait à mettre un personnage que les gens aimaient bien. On a parlé un petit peu de beaucoup de choses. On a un peu évoqué les films. Il y a une piste qui est peut-être intéressante là-dessus, c'est que Mandalorian n'aura a priori pas de saison 4, ou en tout cas pas tout de suite, mais aura un film. Ce sera le prochain film Star Wars qu'on verra, 2026, mai 2026, je crois, ça a été annoncé pendant la Star Wars Celebration. Ça s'appellera, donc pour l'instant, j'espère qu'ils vont changer de titre, parce que The Mandalorian and Grogu, je suis pas sûr que ce soit le meilleur titre du monde. Le fait que ce soit la première fois qu'il y a une série Star Wars qui devienne un film et pas l'inverse, ça vous paraît une bonne idée? Je vois que ça grimace. Pour moi, c'est un peu un aveu d'échec. Ouais. Parce que pour moi, la saison 3 a été extrêmement faible, extrêmement médiocre. Aussi, je pense que c'est le fait que ce soit la saison qui soit le moins incarnée par Pedro Pascal, qui sortait en plus de Game of Thrones quand justement il a été engagé pour jouer The Mandalorian. Et c'est intéressant qu'à la Star Wars Celebration, il y avait un visuel de lui sans le casque pour montrer que il était quand même petit peu là. Mais non, pour moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Et il commence à incorporer des personnages de Star Wars Rebels, il me semble, dans Mandalorian et Grogu. Donc, je ne sais pas trop où ça va amener. Et voilà. Pas très confiante, Lloyd? Alors, il y a un petit truc qui est hyper intéressant, c'est que pendant longtemps, quand une série télé devenait un film, quand même, il y avait un côté pas premium. Ça veut dire que dans l'imaginaire, le cinéma reste le number one. Et quand même, la série télé, même si on a vécu plein d'âges d'or et qu'il y a des choses chefs-d'œuvre ici, absolument. Mais quand même, dans l'imaginaire, la série télé reste en dessous. Ouais. Et c'est vrai que de voir une série télé devenir un film, on a un exemple, c'est Star Trek. Alors, le premier Star Trek, c'est trop bien. Robert Wise, moi je trouve que c'est vraiment un très grand film de science-fiction. La Colère de Cannes, c'est super sympa, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même déjà très très sympa. Et à La Recherche de Spock, c'est un peu encore moins bien, mais ça reste super. Mais c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, le contre-exemple qu'on a, c'est Star Trek. Ouais. Et moi, je pense que ça dilue la marque Star Wars, qui n'est plus une marque premium. Avant, pendant longtemps, Star Wars, il y avait un imaginaire quand même premium. Et depuis la reprise, et je pense qu'on perd cette marque-là, ce qui est quand même vraiment, vraiment belle. Et je crois que c'est ce qui s'est aussi passé pour le Seigneur des Anneaux avec les Anneaux de Pouvoir. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va... après, je sais pas. Je pense pas que le succès sera aussi fort que il y a quand même le risque qu'il y a plein de gens qui n'ont quand même pas vu The Mandalorian. Encore une fois, les chiffres de vues sur Disney+, on ne les a pas, ils ne sont pas communiqués très officiellement. On est très loin de voir des centaines de millions de personnes regarder la série aujourd'hui. Après, c'est compliqué. Bon, moi, je fais partie des gens qui défendent Solo. Pareil, voilà. Ça, c'est plus risqué déjà. Ouais, c'est plus risqué, mais au moins, pour moi, il y a le sense of wonder. Moi, quand je vois Solo, au moins il y a la magie qui fonctionne encore, quoi. Et en fait, je pense que les gens veulent aussi avoir un peu de magie. Star Wars, c'est ça. C'est aussi cette promesse-là de magie, de voyage. On a envie de vivre du grand spectacle, on a envie de vibrer. Je pense que c'est ça qui nous a fait tous aimer Star Wars. C'est des grands moments aussi de cinéma, un peu émotion, et on a envie d'y retourner. Et est-ce que Mandalorian et Grogu sont assez forts pour nous faire vivre ça? Tout dépendra du scénario. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont déjà assuré leurs arrières pendant cette célébration en annonçant un autre film, pour le coup avec Ryan Gosling. Là, on est sur un acteur hyper premium, hyper star, qui s'appelle Star Wars Starfighter, qui nous vend quand même un titre d'aventure full années 80 qui fait un peu rêver. Maintenant, est-ce que ce sera bien? Ça, on va attendre de voir, mais peut-être qu'il s'assure au cas où, si Mandalorian et Grogu marchent pas très bien, d'avoir un blockbuster derrière. Pour terminer ce débat qui était passionnant, je voulais vous poser une petite question, voilà, un peu marrante. Si vous étiez là, nommé par le plus grand des hasards en sortant de ce studio, parce que peut-être que Disney nous écoute, directeur exécutif de Disney en charge de la saga Star Wars, il faut une tête pensante et c'est vous. Quelle série vous avez envie de lancer immédiatement? Là, vous donnez le green light, le feu vert, vous me dites, vous lancez cette série. Moi, je vais dire que je lance une saison 2 à The Acolyte parce que je pense que la série s'arrête au moment où elle devenait intéressante. On a vu le prequel, en fait. Exactement. Et pour moi, la fin de la saison ouvrait
tellement de perspectives extrêmement intéressantes, se terminer sur une noirceur qui est quand même assez rare chez Star Wars, c'est-à-dire tuer son protagoniste principal pour que l'autre protagoniste embrasse peut-être un chemin un peu plus obscur. C'est assez rare, on n'a pas trop vu ça depuis Anakin au cinéma, parce que Rey c'était quand même très gentil. Oui. Et vraiment, j'aurais énormément voulu voir ça. Donc moi, je donnerais une saison 2 à The choix Acolyte. audacieux, donc on ressuscite The Acolyte à ma droite. Lloyd? À moi, c'est The Old Republic à fond la caisse. Je veux des centaines de Jedi qui se battent entre eux. Donc dans l'univers de KOTOR 1, KOTOR 2 et même du MMORPG The Old Republic qui était assez génial. Ouais, moi, je veux vraiment avoir des espèces d'immenses batailles avec des milliers de Jedi lumineux et Sith qui se tapent dessus. Un peu à la Game of Thrones et un peu à la Warhammer 40 000. Voilà, je reviens là-dessus. Mais ce serait ça un peu l'idée, de redonner un peu du souffle épique à une franchise qui en a besoin. Il va te falloir quelques financiers pour supporter ce projet, parce que ça coûte un peu plus cher de mettre des centaines de Jedi à l'écran. Voilà, mais si Disney nous écoute, encore une fois, 2 excellentes idées, n'hésitez pas à piocher. C'est pas libre de droit, mais presque. Mais il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Si vous êtes encore là et que vous en avez marre de Star Wars, ne vous inquiétez pas, on va terminer cette émission avec nos recos de la semaine. Ne bougez pas, c'est tout de suite. Voilà, on va terminer donc avec les traditionnelles recommandations des 2 invités qui ont vu plein de séries et qui en ont gardé une chacun pour vos soirées télé. Chez vous, en plus, il pleut aujourd'hui quand on enregistre, c'est extraordinairement moche dehors, ça donne envie de regarder des séries. Je vais commencer avec toi, Lloyd. Tu as beaucoup aimé, c'est sur Apple. Il se trouve que voilà, les 2 séries du jour seront sur Apple. Voilà, faut être abonné, mais encore une fois, on n'arrête pas de vous le dire, abonnez-vous à Apple TV+, c'est vachement bien. Parce qu'il y a la saison 2 de Severance, Lloyd. Ouais, c'est ça. Severance, c'est la meilleure série de science-fiction actuellement. Une série assez dingue. Je crois que c'est de Dan Erickson, autour du monde du travail. C'est produit par Ben Stiller. Il y a un concept narratif de SF qui est assez génial. Vous allez au travail et pendant 8 heures, vous oubliez. C'est la sévrance. La dissociation, vous oubliez ce qui se passe dans le monde du travail. Et donc, du coup, vous avez 2 personnalités. Et inversement, quand vous quittez le boulot. Donc, vous avez votre personnalité quand vous entrez au bureau et quand vous sortez du bureau, la vraie vie. Et puis, il y a l'autre personnalité qui se développe, qui est celle au bureau. Et c'est une série hyper intéressante qui est très... moi, j'adore les années 70. Donc, il y a un côté assez parano, post-Watergate, avec... on pense à Conversation secrète de Coppola. Et aussi un petit peu à Cronenberg, à Lynch. Il y a un côté très bizarre, très parano dans cette série. Un peu anxiogène. Il y a un super casting et surtout il y a une radicalité. Voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Il y a une radicalité visuelle et scénaristique et en plus il y a des bons cliffhangers. Alors qu'à la fin d'un épisode, souvent on a envie de continuer. Donc c'est malin, c'est intelligent, ça prend le spectateur pour des gens intelligents. C'est ce qu'il nous faut en ce moment. Et ben voilà, une super reco. En plus, la saison 2 est entièrement diffusée maintenant, donc vous pouvez aller la binger si vous n'avez pas encore commencé. Ça se passe sur Apple TV+, et si vous n'avez pas vu la 1, rattrapez d'abord la 1, évidemment. On va terminer avec toi, Océane. Ta reco, et donc toujours sur Apple TV+, je disais, c'est Mythic Quest, changement d'ambiance. C'est la 4e saison de cette série qui vient de s'achever. Exactement, pareil, ça se passe aussi au bureau. Mais cette fois, on est dans le quotidien d'une boîte de développement de jeux vidéo qui ressemble à Ubisoft, mais c'est pas trop Ubisoft, mais quand même, les fondateurs sont un peu canadiens, francophones. Toute ressemblance n'est pas fortuite. Donc en fait, on suit l'itinéraire de créateurs, de testeurs et de directeurs financiers d'un jeu qui s'appuie un petit peu sur World of Warcraft. Et donc on suit un petit peu les conflits créatifs, personnels des personnages. Moi, je suis une grande fan de It's Always Sunny in Philadelphia et de Community, donc forcément, je suis très heureuse de revoir des gens comme Rob McElhenney ou Danny Puddy jouer ensemble. Et voilà, donc c'est malheureusement terminé. Je trouve la fin est un peu frustrante puisque la série a été annulée par Apple. Mais en tout cas, c'est une vraie comédie de bureau avec un humour très années 2000-2010 que moi, j'aime beaucoup. Et qui prend aussi parfois position sur certaines évolutions aussi un petit peu de l'industrie du jeu vidéo. Donc voilà ma reco. Peut-être pas la série la plus connue d'Apple, mais peut-être aussi la plus sous-estimée. Si vous vous abonnez à Apple pour regarder Severance ou pour regarder d'autres Silo, etc., les grosses séries, For All Mankind, etc., regardez Mythic Quest au passage. Voilà, il y a plein de petites pépites sur Apple à trouver. Ils sont assez bons sur le genre de la comédie. Il faut dire, à Ted Lasso aussi, Shrinking, The Studio en ce moment.
Apple est le nouveau HBO, entre guillemets. En termes de qualité de programme, il y a vraiment une envie d'être sur du premium. Et on a l'impression après de retrouver ce vernis qu'avait HBO dans les années 2000-2010. Il leur manque encore peut-être la grosse série qui les ferait exploser auprès du grand public. Mais en tout cas, la qualité est là quasiment à chaque fois. Donc abonnez-vous à Apple TV+, pour regarder les recos de nos invités. Déjà, c'est un bon début. Merci à tous les deux. Merci Océane d'être passée dans l'émission aujourd'hui. Je rappelle, on peut te retrouver dans ton podcast qui s'appelle Lemon Adaptation Club. C'est dispo partout, je m'imagine, sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Deezer, etc. Apple. Et merci Lloyd, désormais un régulier de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a Metal Hurlant qui est en kiosque ? Toujours, le spécial 50 ans. Qui est en kiosque avec Ridley Scott qui est dedans et le groupe Justice qui viennent parler de bande dessinée. Et puis sinon, il y a le podcast, c'est plus que de la SF. On a parlé de pas mal d'épisodes Star Wars. Océane était aussi dans certains de ces épisodes-là. Et puis là récemment, j'ai fait un épisode sur Severance qui analyse les 2 premières saisons. Donc n'hésitez pas à écouter. Vous allez voir Severance saison 2 et vous allez écouter C'est plus que de la SF. Vous aurez une super analyse très pointue pour tout comprendre, parce que la série est assez cryptique malgré tout. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois cette semaine. L'émission, elle à revoir comme d'habitude en podcast, en replay sur notre site, sur YouTube, partout vous avez l'habitude. Et moi, je vous dis à très vite, même à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.